Chers amis, chers collègues, un peu partout au Maroc et ailleurs, un peu partout au Maroc et ailleurs, et honorable assistance, permettez-moi de vous présenter cette mise au point à propos de l'intubation difficile chez l'enfant. Quoique l'intubation difficile chez l'enfant est réputée un peu rare, elle a une incidence un peu rare et on dit que c'est un événement qui est rare, mais cette incidence peut être élevée si on sort du milieu du nourrisson et on va du milieu du grand enfant et on va vers le nourrisson. Ça peut atteindre les 5%, ou bien dans des milieux de réanimation aux soins intensifs où l'intubation difficile peut atteindre des chiffres beaucoup plus importants que l'adulte et peut atteindre 9%. Aussi, vous le savez tous, l'intubation difficile est plus rencontrée lorsqu'on fait de l'anesthésie pédiatrique dans des milieux non spécialisés qui prennent en charge et l'adulte et l'enfant. Aussi, lorsque cette anesthésie pédiatrique est faite par des praticiens qui ne sont pas expérimentés et qui ne sont pas dédiés à l'anesthésie pédiatrique, qui font et l'anesthésie adulte et l'anesthésie pédiatrique. Et on voit qu'il y a un rôle protecteur important d'un médecin anesthésiste pédiatre expérimenté dans la diminution de l'incidence et le risque d'intubation difficile. Généralement, l'intubation difficile est un événement prévu et lorsqu'il se voit dans un contexte malformatif. Lorsqu'on a un enfant ou un nourrisson qui a un syndrome malformatif, on s'apprête à une intubation difficile et donc une stratégie générale d'intubation difficile est mise en œuvre pour faire face à cette intubation difficile. Aussi, il y a des critères prédictifs pour prévoir si on a une intubation difficile. Certes, ce n'est pas comme chez l'adulte où les critères de malompathie sont très importants chez l'adulte. Chez l'enfant, c'est moins important. On ne peut pas réaliser la classification de malompathie qu'à partir de l'âge de 3 ans. Et même si elle est réalisable à partir de 3 ans, sa prédictivité elle est faible. Par contre, il y a d'autres critères. C'est essentiellement la circonférence de la nuque. Lorsqu'on a une circonférence supérieure à 21 cm, 22 cm, c'est une intubation prévue difficile. Lorsqu'on a une distance entre la lèvre inférieure et le menton inférieur à 2,2 cm, c'est un critère en faveur d'une intubation difficile. Dans ce cas, comme j'ai dit, il faut mettre une stratégie qui est propre à chaque service pour faire face à cette intubation difficile. Dans cette stratégie, il ne faut pas oublier un geste simple, c'est donner de l'oxygène à haut débit par une sonde nasale. Parce que cet oxygène à haut débit par sonde nasale permet de gagner quelques secondes en apnée sans que notre malade désature afin de pouvoir gagner ces quelques secondes pour pouvoir intuber. Et d'ailleurs, c'est un geste qu'on fait quotidiennement lorsqu'on fait des bronchoscopies pour extraction de corps étrangers. On met une sonde nasale et on délivre de l'oxygène à haut débit, ce qui permet de gagner quelques secondes en apnée sans désaturation afin de pouvoir extraire le corps étranger. L'algorithme d'intubation difficile remonte à 2015. Il est édité par la société Difficult Airway Society. Et si on se focalise sur la première étape, l'étape A, ils nous disent que à partir de 4 laryngoscopies par une laryngoscopie directe, il faut penser à passer à une autre technique, et notamment la bougie d'Eichmann ou bien une lame de Miller droite, à partir de 4 tentatives. Mais des registres européens et des registres américains, et essentiellement le registre européen, a mis en évidence quelque chose qu'on connaît, mais statistiquement il l'a mis en évidence, c'est que plus les tentatives augmentent, plus les complications augmentent. C'est des complications respiratoires et des complications cardiaques, et ceci est encore vrai à partir de 2 tentatives. Alors la Société française d'anesthésie et réanimation a pris le relais et a mis à jour cet algorithme lors du congrès de septembre 2018. Et si on se focalise aussi sur cette étape A, ils nous disent maintenant que c'est à partir de 2 tentatives par un senior qu'il faut passer à une nouvelle technique ou une nouvelle étape. Et l'innovation, c'est cette nouvelle étape, c'est le vidéolaryngoscope. Ils nous disent qu'il est probablement recommandé d'utiliser le vidéolaryngoscope en première intention lorsqu'on a une intubation difficile prévue. Et lorsqu'on a, après 2 tentatives, on n'a pas réussi à intuber, il faut passer rapidement au vidéolaryngoscope. Le vidéolaryngoscope a montré son intérêt. Quand plein d'études en parlent, j'ai pris un exemple. Sur cette étude, on voit 3 scénarios d'intubation normale et 2 scénarios d'intubation difficile. Si dans le scénario d'intubation normale, il n'y a pas de différence de temps entre l'intubation par lame de Macintosh et le vidéolaryngoscope, il y a une nette diminution du temps d'intubation avec le vidéolaryngoscope par rapport à l'intubation par la lame de Macintosh. Ceci dit, il faut nuancer. Le vidéolaryngoscope est une technologie
Elle nécessite un temps d'apprentissage. Si on n'a pas bien appris à intuber avec le vidéolaryngoscope, ça peut nous prendre beaucoup plus de temps qu'une intubation par laryngoscopie directe, comme on le voit sur cette étude où le temps est largement supérieur d'intubation par un gyroscope, est largement supérieur à une intubation par une lame de Miller ou une lame de Macintosh. Pour conclure, des messages forts que je veux passer, c'est que l'intubation difficile prévue, il faut passer au vidéolaryngoscope en première intention. Si vous êtes devant une intubation difficile, aidez-vous par une oxygénation passive avec un haut débit d'oxygène par sonde nasale. En cas d'intubation difficile non prévue, pas plus de 2 tentatives par une laryngoscopie directe. Si on n'arrive pas, il faut passer rapidement au vidéolaryngoscope. Bien évidemment, ce vidéolaryngoscope doit être disponible dans le chariot d'intubation. Et essentiel, si vous avez votre vidéolaryngoscope, apprenez à intuber au vidéolaryngoscope, apprenez au préalable avant de passer, avant de tomber dans l'intubation difficile. Je vous remercie. Merci, professeur Ala. Il y a des questions qui commencent à venir. Donc, question d'un infirmier de Casablanca concernant les recommandations. L'intubation difficile en urgence, patient non vu en CPA et non préparé. Que penses-tu? Je n'ai pas très bien compris la question. Intubation difficile en urgence, c'est plutôt l'intubation difficile imprévue. J'estime que c'est ça. C'est de ça que j'ai parlé essentiellement. Je n'ai pas parlé largement de l'intubation difficile prévue, qui est le cas d'un patient vu en CPA et préparé. Donc l'intubation difficile en urgence imprévue, c'est de ça que j'ai parlé. Essayez 2 tentatives de laryngoscopie. Si on n'arrive pas à visualiser, il faut passer rapidement au vidéolaryngoscope. Moi, j'ai un complément pour cette question. Donc, en matière d'intubation difficile en urgence, bien sûr, hein, si on pratique même on donne un hypnotique et éventuellement un curare, il ne faut pas hésiter à ventiler l'enfant parce qu'il a des petites réserves. Hein. Donc, on peut ventiler un enfant même si risque d'estomac plein, risque d'inhalation. Hein. Donc, on ventile à des petits volumes, ça c'est important. Hein, parce que le risque de décéder par défaut d'oxygénation est beaucoup plus important que le risque d'inhalation. Donc, il ne faut pas hésiter à ventiler ces patients. Le deuxième message important, il ne faut pas hésiter à utiliser rapidement des masques laryngés ou ou d'autres dispositifs supraglottiques dans ces cas. C'est important et limiter les tentatives. Et ça, c'est un élément très important dans les cas un peu difficiles. J'ajoute aussi, ça ne paraît pas dans les recommandations, je ne sais pas qu'est-ce que tu penses, la bougie d'Eichmann, néonatale, ça rend énormément service. Parce que là, le vidéolaryngoscope, on n'aura pas dans des petits patelins, c'est un peu cher. Je suis sûr qu'au Maroc, aujourd'hui, on ne peut pas le généraliser. En pratique clinique, ça rend service la bougie d'Eichmann. Qu'est-ce que tu penses? Pédiatrique, néonatale, il y a des bougies très très fines et ça rend énormément service. Dans la glotte haute, la glotte où on ne la voit pas, ça rend service. Le but de ma présentation, c'est plutôt présenter la mise à jour, la dernière mise à jour. Et dans l'algorithme de 2015, il parlait vraiment de la bougie d'Eichmann et de la lame de Miller. Maintenant, il dépasse ça. C'est vrai que si on n'a pas la disponibilité du vidéolaryngoscope, la bougie d'Eichmann reste de mise, mais le vidéolaryngoscope a montré quand même sa supériorité par rapport aux autres techniques. Une autre question, hein, l'origine non précisée. Quel vidéolaryngoscope chez l'enfant et le nouveau-né? J'allais écrire au début de ma présentation que je n'avais pas de conflit d'intérêt parce que j'ai présenté 1 ou 2 techniques ou bien 2 marques, mais vous devez savoir que j'ai trouvé une multitude d'études sur les vidéolaryngoscopes. Il y en a à peu près une dizaine sur le marché. Sérieusement, il n'y a pas de préférence d'un par rapport à l'autre, c'est juste l'essentiel. N'importe quel vidéolaryngoscope que vous adoptez, il faut se préparer. C'est une technologie qu'il faut apprendre. On n'est pas habitué à ne pas regarder directement dans la glotte et le fait de regarder sur un écran et intuber, c'est une technique, je fais une comparaison, c'est comme la cilioscopie. C'est un temps d'apprentissage, mais sachez que c'est un temps d'apprentissage qui est très très court et il faut intuber des enfants ou des adultes à intubation facile pour apprendre ces technologies avant de tomber dans une situation où on a une intubation difficile. Une question d'un enseignant de Marrakech. Quel vidéolaryngoscope utilisé avec canal ou sans canal? Est-ce que toutes les marques se valent? Je crois que j'ai répondu à la question. J'ai répondu à la question.
Par contre, il y a surtout chez le tout petit, les nourrissons, il y a des vidéolaryngoscopes qui ne sont pas utilisables chez le nourrisson, chez le tout petit, le nouveau-né, et d'autres oui. Donc c'est une question de préférence. J'ai une question pour vous, Alain. Donc, concernant l'algorithme, c'est très intéressant. On voit le A, c'est l'oxygénation. Et c'est bien de préciser l'oxygène au débit qui n'est pas précisé dans l'algorithme. Le B, c'est pour la gestion des voies aériennes et C pour le rescue. Quand même, c'est très important. Mais la faille, ou les points faibles de l'algorithme, c'est 1 à 8 ans. Donc, il ne s'intéresse pas aux enfants de moins d'un an, qui est la population la plus difficile à intuber. Le deuxième faille, il précise un dispositif supraglottique, mais quel dispositif? Et pour l'intubation difficile, c'est le gold standard. À mon avis, le gold standard, ce n'est pas le glidescope ou les vidéolaryngoscopes, mais l'intubation fibroscopie à travers un dispositif supraglottique. Je pense. L'intubation difficile, quand c'est difficile, ce n'est pas le vidéolaryngoscope, c'est l'intubation fibroscopie moyennant un dispositif supraglottique qui reste le gold standard, moins d'hypoxie et plus de réussite. Deux remarques pour finir. Vous avez très bien insisté sur la ventilation. L'oxygénation, elle est primordiale. Elle est primordiale et c'est pour ça qu'ils disent qu'il ne faut pas dépasser les 2 tentatives. Parce que le fait de s'acharner et de vouloir intuber, on oublie l'oxygénation et on crée des désaturations qui sont pourvoyeuses d'arrêt cardiaque chez l'enfant. Pour l'oxygénation passive, est-ce que la lunette à 3 litres? Non, je n'ai pas parlé des lunettes à oxygène, j'ai parlé d'une sonde nasale. Une sonde nasale qu'on traverse à travers le nez et qu'on met en regard du pharynx. Pour répondre à ta question sur le fibroscope, oui, je suis d'accord avec toi. Mais le problème essentiel, et je ne sais pas si c'est le cas pour vous, c'est lorsqu'on doit intuber avec une sonde 2,5 ou 3. Quel fibroscope utiliser? On ne trouve pas de fibroscope de très faible diamètre qui puisse passer à travers une sonde de 2,5 ou de 3. Bien sûr, ça c'est une question qui reste suspendue. Pardon? Une question avant, une question d'un étudiant de Bamako. L'oxygénation passive, est-ce que la lunette a 3 litres? Donc j'ai répondu, c'est pas des lunettes. L'oxygénation passive, c'est avec une sonde nasale à oxygène, avec un haut débit d'oxygène.